Salut les Mark et les Smart et bienvenue sur Catch Up pour ce nouvel épisode. Nous allons analyser aujourd'hui le Monday Night Raw de ce 19 novembre 2018 qui avait lieu à Los Angeles le lendemain des Survivor Series. Aujourd'hui, pour cette analyse, aux commentaires, eh bien, vous avez reconnu, c'est moi-même, l'ami Raphaël. Et avec moi, je ne suis pas tout seul, évidemment. J'ai notre petit rookie de cette année, la superstar qui monte. Bad Karma est avec moi. Comment vas-tu? Salut tout le monde, salut Raph. Bah écoute, moi ça va. J'ai pas vraiment regardé Survivor Series cette année parce que globalement il n'y a pas eu de match qui m'intéressait plus que ça. Et donc je me suis dit je vais faire l'impasse sur la review du show. Donc j'ai eu du temps libre pour me reposer et me préparer pour Monday Night Raw. Alors, est-ce que ce choix s'avère pertinent? On va voir ça. Mais On va voir ça. Oui, effectivement, on va voir ça. effectivement, oui, c'est vrai que tu avais eu du mal hein, avec ce Survivor Series, ces affiches en tout cas, et Ouais, cette road. Ouais, bah écoute, on va voir comment la WWE se débrouille après, puisque c'était un pay-per-view qui était donc monté sur la rivalité entre Raw et SmackDown, mais il y avait quand même aussi pas mal de choses, des nouveaux champions, des nouvelles histoires. Donc, on va voir comment ça reprend suite à ça. Le show s'ouvre avec les patrons, les têtes dirigeantes de Monday Night Raw, donc Baron Corbin qui est toujours le general manager temporaire et qui est accompagné de Stephanie McMahon. Donc Raw a gagné. Hein. Si vous n'aviez pas vu les Survivor Series, on vous invite éventuellement à écouter la review de nos camarades de Catch Up. Raw a gagné largement. 6-0 d'après le décompte officiel, plutôt 6-1 si on inclut le pré-show, mais enfin dans tous les cas, belle branlée de la part des Rouges envers les Bleus. Donc ils sont très contents. Et dans cette euphorie générale, Baron Corbin en profite pour demander à être officialisé en tant que General Manager permanent. Euh, Ce qui était une promesse a priori de Stéphanie. oui, Mais c'est ça. Stéphanie, elle a fait pas mal de promesses ces derniers temps, et il y en a un autre qui arrive, c'est le fameux Braun Strowman. Lui, il avait pour mission de faire gagner la Team Raw, c'est ce qu'il a fait, hein. Il a même largement réussi, puisque les hommes de Raw étaient trois survivants contre zéro, donc une belle branlée là aussi. Et lui, ce qu'il veut, c'est simple, il veut Corbin dans un match, et une revanche contre Brock Lesnar pour le titre universel. Ouais, Et Stéphanie essaye d'arranger un petit peu tout ça, de trouver un compromis. Finalement, voilà ce qu'elle propose. Elle nous dit à TLC, donc au prochain pay-per-view, hein, qui arrive d'ici quelques semaines, on aura Braun Strowman contre Baron Corbin, comme promis. Si Corbin gagne, eh ben, il devient le general manager permanent, c'est ce qu'il recherche, hein, la ouais. pérennité, la pérennisation de son poste, le passage en CDI. Et Braun Strowman, lui, s'il gagne, il aura Lesnar ensuite au Royal Rumble. Ouais. Bon, Braun Strowman en plus a le droit de choisir la stipulation. Il choisit le TLC match, donc un match où il y aura des tables, des échelles et des chaises. Stipulation peut-être un peu difficile à comprendre pour le moment, puisqu'a priori il y aura rien d'accroché au-dessus du ring, mais bon, on sait que ça arrive de temps en temps à la WWE. Et Baron Corbin, il est plutôt content. Lui, il trouve que cette stipulation l'avantage. On va commencer par analyser ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette solution de Stéphanie pour contenter tout le monde? Est-ce que ça te donne envie Ah. de voir ces matchs-là? Bah écoute, elle essaye de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. C'est vrai qu'elle a fait énormément de promesses. Elle était en mode campagne électorale un peu. Et là, elle essaye de contenter tout le monde. Bon, est-ce que ça réussit pour l'instant, ça a l'air de réussir. Tout le monde est plutôt content. L'annonce du match, les deux sont contents. Ils ont chacun une carotte au bout. Ils vont pas s'en plaindre. Maintenant, un TLC match, moi j'aime bien quand il y a quelque chose qui pendouille au-dessus du ring et qu'il faut aller le décrocher. Ça a pas l'air de prendre le chemin pour l'instant, donc j'espère qu'ils vont trouver une solution, genre un contrat suspendu quelque part, etc. La stipulation arrange à la fois Corbin et Strowman parce qu'effectivement, c'est un match sans disqualification, ils peuvent s'envoyer dans la gueule tout ce qu'ils veulent.
les chaises, les tables, les échelles, les points de Strowman également. J'ai plutôt envie de voir ce match pour l'instant. Ouais, c'est vrai que la stipulation, elle l'arrangerait plutôt Corbin s'il y avait quelque chose d'accroché. On sait que les gros mecs comme Strowman ont souvent un peu de mal à grimper aux échelles, mais pour le moment, on n'a pas d'infos en tout cas sur ce sujet. Et s'il y aura vraiment, comme tu dis, quelque chose à décrocher, ou si ça va être juste un tombé qui va faire la victoire, comme quand on avait eu le fameux TLC match à 3 contre 3 qui avait lancé le Shield il y a 6 ans maintenant. On y reviendra là-dessus, sur cette Ouais, date anniversaire. ouais. Bon, en tout cas, le segment n'est pas fini et Baron Corbin, il rappelle qu'il est toujours le GM, donc il peut encore prendre des décisions. Et du coup, il propose que Braun affronte Bobby Lashley et Drew McIntyre dans un match à handicap. Stephanie McMahon, qui est toujours là, elle veut faire monter un peu la sauce, elle veut rajouter un petit peu du star power. Donc finalement, elle book un 3 contre 3, donc il y aura bien Bobby Lashley et Drew McIntyre avec Baron Corbin, qui va devoir catcher ce soir, contre Braun Strowman qui aura de son côté Finn Balor et Elias avec lui. Et le match est de suite. Donc on enchaîne sur ce match à 3 contre 3 qui est en fait un match à élimination. Alors moi je sais pas si j'ai raté l'info ou si c'est que ça n'avait pas été dit. Alors, en Mais fait, apparemment, si j'ai bien tout suivi, c'est en loose day Corbin qui dit au fait, je suis toujours general manager, donc je rajoute la stipu que c'est élimination. Mais pareil, comme toi au début, je me suis dit merde, c'est élimination, mais ils l'ont pas annoncé. Et en oui, fait, et c'est Michael Cole qui dit que Corbin a utilisé son pouvoir de manager pour en faire un match à élimination. d'accord. Bah écoute, j'avais raté, j'avoue, le passage. Et c'est vrai que j'étais un peu surpris puisque, alors que bon, ça tape un peu dans tous les côtés dans ce match. Hein, et au milieu du ring, donc, McIntyre profite d'un champ un peu libre pour envoyer un Claymore Kick sur Finn Balor. Et ça fait 1, 2, 3. Donc Balor est le premier éliminé du match. Ouais. Euh, Quelques instants après, alors je ne sais plus trop quelle est la prise concernée, mais c'est Elias qui se retrouve lui aussi éliminé parce qu'à l'extérieur du ring, il encaisse un spear, me semble-t-il, je sais plus trop. Ou C'est un ça, il encaisse un spear de Lashley et des comptes à l'extérieur, du coup il est éliminé. ça, donc compte de 10, plus d'Elias non plus. Donc Braun Strowman se retrouve tout seul à 1 contre 3. Bon, a priori, situation un peu compliquée pour lui. Hein, il commence à se défendre plus ou moins bien, jusqu'à ce que Drew McIntyre sorte une chaise et commence à taper le géant. Et là, l'arbitre fait sonner la cloche. Alors, petite incompréhension, parce que les commentateurs disent que c'est, bah, en toute logique, McIntyre qui devrait être éliminé de ce match à élimination. Mais non, en fait, a priori, le match est complètement arrêté. Hein. Il y a pas de, il y a disqualification de toute l'équipe des méchants. Mais Ouais. plus personne ne s'en soucie. Les trois, donc l'Écossais, Bobby Lashley et le GM s'attaquent à Strowman. Ils vont le passer à tabac à l'extérieur du ring. Ils vont le projeter sur les escaliers. Et ils vont surtout utiliser ces mêmes escaliers pour lui écraser complètement le bras et le coude. Donc Strowman a visiblement très mal. Il hurle de douleur, il saigne même. Et bien, il finit par partir sur les brancards. Hein. Il est vraiment blessé. Donc les trois méchants ont visiblement réussi ce qui semblait être le plan de Baron Corbin, puisque Baron Corbin avait dit peu avant, je t'affronterai si tu arrives à venir en bon état jusqu'à TLC. Donc est-ce que son but c'était pas de faire ça, d'arriver à annuler ce match? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi, et de ce segment, Matt Karma? Le match en lui-même est plutôt sympathique, l'air de rien. Le final, bon bah forcément à 3 contre 1, le pauvre Strowman se fait ramasser. Bon, c'était à attendre un peu. Effectivement, comme on disait, le but de Corbin est d'empêcher Strowman d'arriver jusqu'à TLC. Tous les moyens sont bons pour ça. Et donc il a essayé de le blesser. Il a réussi, hein, on va pas se mentir. J'avais mal pour Strowman à la fin du segment. Mais, Ouais. mais est-ce que ça suffira à l'empêcher d'aller jusqu'à TLC? Ça, c'est un autre problème. On n'y est pas encore. Ouais, alors plus globalement, moi je trouve que cet angle qui commence, là on verra si c'est poursuivi au prochain Raw. A priori, Strowman devrait être absent quand même quelques semaines pour se reposer justement d'une blessure et puis pour vendre un peu
ce segment, mais si on va vers un Strowman comme ça tout seul contre plein de méchants, moi ça me rappelle beaucoup l'époque Roman Reigns contre la League of Nations. Est-ce que c'est pas un peu du déjà vu tout ça, tous les méchants qui se mettent ensemble tous contre un seul et même gentil? Est-ce qu'on va pas vers un booking un peu trop caricatural? C'est la crainte que j'ai aussi. On est vraiment dans l'optique un gars contre tous. On sait, enfin personnellement, c'est pas le genre d'optique que j'aime d'habitude. Bon, à voir. Est-ce qu'il va y avoir des alliés pour Strowman ou pas? Euh, L'avenir nous le dira. Oui, c'est vrai il y avait quand même, il faut pas les oublier, hein, il y avait Finn Balor et Elias ce soir qui sont assez vite partis, qui n'ont pas manifesté vraiment de soutien une fois leur élimination, mais ça peut Bah compter dans la après, balance. Ouais. après ça, toujours le problème dans ce genre de match avec des faces qui se font éliminer. Ils font rien d'autre que repartir au vestiaire comme les gentils qu'ils sont. Ouais. Du coup, ça laisse le champ libre aux autres, comme ils étaient alliés de circonstances, mais pas copains. Ils allaient pas risquer leur peau pour défendre l'autre, quoi. C'est vrai, ouais, on verra ce que ça donne, mais pour le moment, effectivement, on va vers une sorte d'alliance de méchants, bah déjà avec ce Baron Corbin qui est quand même un poste de responsabilité, donc Drew McIntyre et Bobby Lashley. On n'a pas vu Ziggler du tout de la soirée, mais peut-être il va toujours rôder dans les parages. Il est peut-être un peu Effectivement, blessé. ouais, peut-être. Effectivement, à voir. En tout cas, il faut pas oublier que c'est vrai, il y avait un gros pay-per-view la veille, donc là, ça se ressent, hein, ce Monday Night Raw, on va le voir, mais on a eu très très peu de vrais catch sur le ring. D'ailleurs, on va passer au segment suivant qui va être le fil rouge, c'est le cas de le dire, de notre soirée. Hein, c'est à propos de la rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc Seth Rollins a battu Nakamura, hein, on s'y attendait pas forcément, mais il a gagné l'affrontement ce dimanche, ce match des champions intermédiaires, titre intercontinental pardon contre titre des États-Unis. Ouais, Du coup, bah là, on peut ouvrir la feud avec Dean Ambrose. En plus, c'est officialisé direct que les deux auront un match pour le titre intercontinental à TLC. ouais, Rollins commence sur le ring par parler un peu de tout ça, de Dean Ambrose qui le traite de lâche, encore une fois, parce qu'il refuse de venir l'affronter directement, mais que à TLC, bah, il n'y aura pas le choix que de venir. ouais. Dean Ambrose, lui, il apparaît toujours en vidéo. Hein, il commence à être fan de ces segments où il est caché quelque part dans l'arena. Il est très 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 remonté. Hein, Dean Ambrose, il va faire un discours qui fait d'ailleurs depuis pas mal parler sur les réseaux sociaux et autres, hein, parce qu'il dit vraiment beaucoup de mal du Shield et à quel point il était en souffrance dans le Shield. Il dit que personne n'a idée de comment c'était en interne dans cette organisation et il va même jusqu'à sous-entendre que Roman Reigns mérite ce qui lui arrive. Donc, rappelons que Roman Reigns a dû quitter la WWE parce qu'il est victime, il se soigne d'un cancer quand même, donc c'est assez grave. Et Ouais. ben, ils n'hésitent pas à jouer avec ça. Hein. Dean Ambrose, il dit que voilà, tout se paye en gros, c'est mérité. Du coup, ça va, c'est quand même un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et Rollins va partir dans les coulisses chercher Dean Ambrose. Ça va être on va d'abord analyser tout le reste du show, mais ça va être le fil rouge de tout cet épisode, de voir Seth Rollins qui cherche Dean Ambrose un peu partout et Dean Ambrose qui lui laisse des indices, qui est toujours un petit coup d'avance quelque part, jusqu'au main event, puisque ça sera le segment final. Mais déjà sur ce moment-là, qu'est-ce que tu en as pensé là? Est-ce que Dean Ambrose est allé trop loin? Est-ce que toi t'es un fan de ces promo heels très très borderline? Est-ce qu'il fallait ça? Parce que je suis un fan, pas vraiment, sauf quand elles sont méritées. Là, pour le coup, je la trouvais un peu trop loin. Ouais, Euh, c'est un peu tombé comme ça. voilà, que dire que ils ont pas fait que des choses bien dans la vie et que ils vont finir par le payer un jour ou l'autre, ça, c'est pas dérangeant. C'est le principe de ce qui dit en anglais what goes around comes around. On récolte ce que l'on sème, etc. Ça, c'est pas dérangeant. Par contre, dire que Roman Reigns mérite sa leucémie,
c'est un peu plus compliqué à accepter, ça, en ce qui me concerne. Mais bon, Ouais. visiblement, il y a quelqu'un à la WWE a trouvé que c'était le truc à dire, donc bah ok, pourquoi pas. Oui, bon, c'est toujours un peu vintage, hein. C'est des choses qui reviennent de temps en temps. La WWE aime bien jouer avec les faits réels, hein. Il y a bon, déjà plusieurs années, moi je me souviens quand ils avaient joué sur la mort de la mère de Jerry Lawler avec la feud contre Michael Cole. Ouais, il y a des moments comme ça où on se dit Ouais. la question c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça dans cette feud? Je suis pas sûr que. En tout cas, toujours est-il que ça a vraiment mis Seth Rollins en colère et on peut le comprendre. On y reviendra un peu plus tard. Entre-temps, on a un match. On aura pas mal de matchs féminins ce soir, pas mal de présences féminines pour adoucir peut-être un petit peu l'ambiance. Nia Jax et Tamina donc sont les deux grandes copines. Elles affrontent Sasha Banks et Bayley avec Alexa Bliss aux commentaires. Moi, j'ai rien retenu de spécial du match à part que Nia Jax et Tamina ont gagné. Nia Jax est la force vive, hein. Elle est toujours prévue pour affronter Ronda Rousey. Elle a donc réussi à éliminer Asuka et à faire gagner la Team Raw au Survivor Series. Donc, on continue à jouer sur le push. On joue même avec le fait qu'elle a blessé Becky Lynch. Donc, a priori, pas de changement à venir de ce côté-là. Bon, qu'est-ce que tu en dis, toi? On continue sur Nia Jax? Alors Nia Jax, il faut qu'elle soit montrée forte parce qu'elle a quand même un match de championnat qui est prévu bientôt. Donc ça me dérange pas qu'elle batte Bayley, Sasha Banks sans trop de difficultés parce que le match a été un peu d'un seul côté en fait, comme on pourrait dire. Les deux faces ont résisté, ont fait ce qu'elles ont pu, mais clairement elles n'étaient pas assez fortes. Ça me dérange pas. Ce qui m'a un peu gêné dans ce match, c'est les commentaires d'Alexa Bliss. En fait, j'arrivais pas à me concentrer sur le match à cause de ça. Parce que du coup, elle a rabatté la couverture, comment dire, elle remettait la couverture à elle, quoi. C'était assez énervant. J'aime pas quand les commentateurs font ça, surtout quand c'est les commentateurs invités. Et en plus, Corey Graves qui était là qui en rajoutait des caisses pour l'aider dans ce domaine. Bref, ça m'a complètement sorti du match. J'appréciais pas forcément sur le principe ce match, mais là, j'ai pas réussi du tout à suivre correctement à cause des commentaires. Ouais, plus globalement, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on sait qu'Alexa Bliss, elle est encore en convalescence. Elle a eu pas mal de soucis, de commotions. On ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. Il y en a qui disent même qu'elle sera peut-être plus jamais catcheuse là, en tout cas pour les mois à venir. Donc ils savent pas trop où la placer. Visiblement, Alexa, ils la gardent un peu là. Et oui, elle a dit en gros qu'elle a parlé de sa relation avec Nia Jax, qui a été tumultueuses, mais qu'elles sont toujours copines, en gros, ce genre de choses. Voilà, on sait pas trop si on peut espérer la revoir sur le ring et si elle va faire autre chose que ça, qui, comme tu le dis, n'est pas très intéressant. Bah, et puis surtout, ça parasite le reste. Ouais. On se concentre du coup sur Alexa Bliss alors qu'on devrait se concentrer sur ce qu'il y a sur le ring. Je trouve ça dérangeant personnellement. Ouais, c'est un problème qui arrive assez souvent. Ça, c'est vrai quand il y a des rivalités, c'est tout un art hein, d'être bon au micro tout en laissant le match se faire. C'est un exercice particulier. En parlant d'exercice particulier, on a malheureusement la poursuite d'un événement qui a eu lieu ce dimanche au Survivor Series. Nous sommes en coulisses et pour la On première est fois obligé. On est de... obligé, sérieux. Oui, on est obligé, ouais. Eh purée, ah, j'ai Très, pas envie. Non. très rapidement, très rapidement. Et Allons-y. Allez, très expédition. rapidement, et bien donc Drake Maverick, le manager de 205 Live et aussi le manager de Author of Pain, à la cantine et tout le monde se moque de lui parce que il a fait pipi dans sa culotte lors de Survivor Series quand il a été attaqué par le Big Show. Du coup, il est notamment moqué par Gable et Bobby Roode et il les menace de représailles, ce qui va donner un match un petit peu plus tard. On va en parler. Il y a d'autres choses qui se sont passées avant. Ouais, est-ce que tu veux commenter ce passage ou est-ce qu'on passe à la suite direct?
Je ne dirais qu'une seule chose sur ce passage, don't be a bully, be a star. Et voilà. Ouais, exactement. Bravo la WWE qui arrive quand même chaque année, même encore en 2018, à nous trouver des blagues sur ce sujet passionnant. Eh bien, donc on continue, alors on passe et on reste dans la division tag team. On a les Revival qui ont quand même porté pas mal l'équipe des Rouges à Survivor Series. Hein, ça a été les derniers éliminés qui affrontent Lucha House Party, donc les trois Mexicains qui se battent du coup à trois. Et là, pour le coup, ben évidemment, les Mexicains sont un peu dans le feu de la rampe. Hein. Ils sont en plein push. Ils sont en train de s'installer dans la division. Donc, c'est eux qui vont l'emporter à l'issue de ce match. Le Revival continue d'être plutôt dans le rôle des jobbers, ceux qui font du bon boulot. Hein. C'est toujours solide sur le ring, mais plutôt ceux qui perdent à la fin pour laisser un peu le prestige aux autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu les aimes bien, ces trois luchadors, ou est-ce que tu préférerais voir des revivals un peu plus haut? Moi, j'aime bien 205 Live de base. Donc, les trois viennent de 205 Live. Je les aime bien. Voilà. Hmm. Voir The Revival plus haut, oui, ça pourrait être mieux parce que là, on sait pas trop quoi en penser. Ils ont été, comme tu le dis, les derniers survivants de leur équipe hier, les derniers à se faire éliminer. Dans un match, dans un segment de match qui a été face au Ouzo, qui a été très bon, on va pas se mentir. Mais là, ils perdent comme des débutants sur une distraction à cause de la piñata. Voilà. C'est un peu too much, Un peu facile, oui. un peu facile. Il y a aussi, alors là, je vais revenir un peu sur les commentaires qu'il y a eu dans le match, parce que plusieurs fois, Corey Graves et Michael Cole ont, dans leurs commentaires, laissé sous-entendre que ils étaient les derniers survivants, qu'ils étaient en fait les Revival, les vainqueurs du match du Survivor Series. Comme pour entériner définitivement le fait que ce match-là, il servait à rien, donc on peut raconter ce qu'on veut dessus. Je trouve pas ça très sympa pour les autres d'en face qui ont quand même gagné et du coup ont pas pris un sweep. Hein. Ils ont une victoire, l'air de rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a bon, il y a eu un segment là-dessus à Friday, oui, à SmackDown, pardon, à Tuesday Night SmackDown dans la foulée. On invite à écouter la review de SmackDown qui va être faite par nos collègues, mais ouais, ouais, là on est sur une situation un peu bizarre au niveau des équipes. Bon, encore une fois, là c'est le lendemain des Survivor Series, donc c'était un match un peu de, comme tu l'as dit, plutôt presque un comedy match, en tout cas sur la fin. Oui. Euh, on verra ce que ça donne dans la foulée. Ça a pas l'air d'être pour le moment les revivals. Ils ont ouais plutôt l'impression, on dirait plutôt qu'ils sont déjà la tag team installée, qui est déjà là et qui sert juste à monter les nouveaux, alors que bah ils ont pas encore assez montré de choses pour être utilisés comme ça, je trouve. Je pense aussi, comme toi, ils sont bien les Revival, il n'y a pas de problème. Ils font leur match correctement. Ils donnent l'impression enfin, ça donne l'impression qu'ils monteront jamais plus haut. Qu'en fait, ils sont là un peu comme Dolph Ziggler, Cassius Ohno, enfin, ces mecs-là dans leur division respective. On est là pour dire aux jeunes, attention, il faut pas faire vous allez devoir montrer que vous êtes meilleur que nous pour progresser. Mais bah, ils progressent pas eux-mêmes. Ils restent toujours bloqués au même niveau. Ouais, c'est Bon, vrai. c'est dommage parce il y a peut-être quelque chose à faire avec le revival de plus intéressant que ça. Évidemment. Après, ils sont encore un peu récents. On va voir ce que ça va donner dans le futur. On va voir que là, il y a pas mal de changements au niveau des tag teams. Hein. On y reviendra un peu plus tard. Donc peut-être qu'ils reviendront hein, sur le feu de la rampe. On va voir. Je pense qu'ils sont assez populaires quand même. Ils marchent assez bien. On verra. Toujours Ouais, est-il que, en attendant le prochain segment tag team, on alterne avec un segment féminin. Hein. C'est un petit peu la dynamique du show. Tout ça est toujours entrecoupé, je vous l'ai dit, de segments où Seth Rollins cherche Dean Ambrose, mais on va pas tous les faire. Donc là, c'est Ronda Rousey qui est là. Ronda Rousey qui a quand même pris une sacrée raclée ce week-end, ce dimanche. Alors, statistiquement parlant, elle a gagné. Hein. Elle a rapporté un point à la Team Rouge, mais elle a été tabassée par Charlotte à coups de chaise. Euh, ouais. donc elle est assez vénère et d'ailleurs elle va faire une promo au micro où elle va un peu parler de Nia Jax, sa prochaine adversaire, et dire à quel point
elle est prête pour Nia Jax, hein, elle a aucun problème à la battre à nouveau. Mais surtout, elle embraye en disant que dès que ça sera fini avec Nia Jax, eh ben, on va reprendre cette histoire, Charlotte, et on va régler les comptes, et ça va pas finir là-dessus. Donc, a priori, ce match sur Survivor Series n'est pas parti pour être un one-shot, hein. On a le début, les germes d'une feud inter-division là qui est lancée. On sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas, Ronda Rousey, elle est très énervée ce soir. Elle Ouais. dit elle est pas dans un bon soir. Bon, elle s'est fait passer à tabac. Elle est pas en super forme, mais si elle veut être une vraie championne, il faut qu'elle soit opérationnelle même dans ses mauvais soirs. Donc elle réclame elle ouvre un open challenge. Elle dit, je mets ma ceinture en jeu et allez, que quelqu'un arrive, qu'une musique sonne et puis que quelqu'un vienne me défier quoi. Elle a envie de casser un peu, elle a envie de casser des tronches. Là, on sent que elle veut se défouler. Ouais, Alors, c'est clair. c'est Baron Corbin, le général manager, qui arrive. Il va d'abord refuser. Il dit non, non, tu défends pas ta ceinture ce soir. Et puis Ronda Rousey va montrer un peu les dents, hein, va le provoquer. Alors du coup, il va dire bon bah ouais, finalement d'accord, je vais te chercher une challengeuse. Mais attention, ça sera peut-être la prochaine championne féminine. Du coup, on est un peu dans le suspense. Finalement, rien de très original. Mickie James arrive. Mickie James a droit à un match de championnat contre Ronda Rousey et assez rapidement, elle perd. Elle va être coincée dans une prise de soumission dans le armbar et elle va abandonner. Donc Ronda se relève sans problème de ce défi. En partant, elle croise Nia Jax et Tamina sur la rampe qui sont venus la regarder et ça se croise des regards, mais ça va en rester là, hein. Pas de violence physique, juste un peu de tension en plus avant leur affrontement à TLC. Ouais. Voilà pour ce segment. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu crois qu'on va vraiment voir Charlotte Ronda acte 2 rapidement? Est-ce que tu as cru que Mickie James Est-ce allait que pouvoir gagner? cru Dis-nous que tout. Mickey James allait pouvoir gagner? Non. J'aime beaucoup Mickey James, mais non, je pensais pas Bon. qu'elle allait gagner. Je pense que personne pensait qu'elle allait gagner de toute façon. Euh, la réaction de Ronda par rapport au beatdown qu'elle a reçu la veille, euh, bah, je trouvais ça plutôt intéressant parce que du coup, elle montre que il faut quand même compter sur elle dans tout le temps. Qu'elle n'est pas là juste pour avoir la ceinture, prendre le pognon et se barrer, comme certains champions universels, qu'on ne citera pas. Mais est-ce que ça valait le coup de sortir un match Open Challenge comme ça oh, je suis pas sûr. On aurait pu se contenter de dire au micro que à TLC, elle allait défoncer Nia Jax, que après Nia Jax, elle allait défoncer Charlotte et Becky. Bref, il y avait peut-être moyen de se passer d'un match oubliable. Oui, et sans parler de cette intervention de Baron Corbin, hein, moi je suis pas sûr que c'était très intéressant non plus. Je sais pas ce que c'est censé apporter à son personnage parce que bon bah ouais, c'est juste pour montrer une Ronda aussi vraiment très vénère et Ouais, c'est très ça. agressive, mais bon. Ça, il a pas servi à grand chose d'autre que ça. Effectivement, en tout cas, Alors, on part vers un match. et... Oui. oui, mais vas-y, je te laisse finir et puis après j'ajoute quelque chose. Non, je vais dire ouais, on part sur un Nia Jax Ronda Rousey avec ouais vraiment une Ronda qui risque d'avoir un peu la tête ailleurs et on verra SmackDown ensuite qu'elle a encore été un peu provoquée par la brande bleue et puis une Nia Jax bon qui il se veut de plus en plus dangereuse alors en utilisant les blessures qu'elle cause, ce qui est un peu bizarre mais on va avoir cette affiche-là dans une configuration assez différente de l'affiche qui les a opposés il y a 6 mois, quoi. Ouais. Et alors, ce que je voulais ajouter, c'était le public. Je voulais parler du public qui, la veille, sur Survivor Series, avait quand même été assez vache avec Ronda en disant You deserve it, etc. Alors que c'était une locale. Ouais. C'est assez rare que le public se tourne contre les locales comme ça. Là, ils n'ont pas été super tendres avec elle non plus. Ils lui ont lancé des watts à tout bout de champ. Ils n'ont pas arrêté de la provoquer. Mais je trouve qu'elle a eu la bonne réaction justement en fait de laisser couler, de les laisser faire et puis de continuer à sortir sa promo comme si de rien n'était, en disant pour montrer au public que bah vous pouvez penser ce que vous voulez, je m'en fous.
c'est pas grave. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un public assez étonnant hein, sur ces 2 soirs à Los Angeles, comme tu l'as dit. Ouais. On continue donc, on continue encore un peu la soirée qui alterne entre tag team et féminin, puisque ben on a le fameux match entre la team AOP, les champions donc les champions de la division tag team à Raw, et Chad Gable et Bobby Roode, peut-être dans le but de venger un peu l'honneur de Drake Maverick qui a été donc humilié à la cantine, on s'en souvient. Et puis finalement, bah, l'honneur ne sera pas lavé puisque Gable et Roode s'en sortent très bien. Hein. Ils essayent de passer leur sorte de nouvelle prise de finition où Bobby Roode tient un adversaire tandis que Chad Gable fait un moonsault depuis le turnbuckle. Alors ils n'arrivent pas à placer cette prise, mais Gable réussit à placer un bon vieux roll-up des familles sur son adversaire. Je sais plus si c'est Razor ou Akon, là je reconnais pas trop. Bref, en tout cas, c'est cette équipe qui n'a pas encore de nom, hein, Glorious quelque chose peut-être, qui gagne et qui semble plutôt bien bookée hein, depuis qu'ils sont ensemble. Alors probablement la prochaine feud pour le titre tag team. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est des bons challengers? Euh, Est-ce que ça te plaît? la feud pour le titre tag team, ça me dérange pas. Faut pas cracher sur un match qui pourrait être intéressant. Maintenant, la justification du match, honnêtement, je pense qu'on va pas revenir dessus. C'est n'importe quoi. Faut arrêter quoi. L'humour de gamin de 5 ans, c'est bon. Euh, Puis il y a un petit problème aussi, je pense, avec le fait d'avoir fait perdre comme ça AOP. Bah, ils sont quand même champions assez récents. Ouais. Un champion, c'est récent, tu essaies plutôt de le montrer fort pour justifier sa prise de pouvoir et tout. Là, bah, ils paraissent un peu faiblards. Ils ont Parce que gagné la veille en plus contre The Bar, donc ça fait un peu bizarre, ouais, c'est effectivement. ça, ouais, et du coup, ils font un peu faiblards dans le lot. Bon, c'est pas irrémédiable, hein. Peuvent toujours s'en sortir en disant c'était un accident et tout. C'est sur un roll-up à la con, donc c'est pas vraiment valable, etc. Enfin, trouver des justifications comme ils peuvent, mais n'empêche que du coup, ils ont l'air un peu prenables en fait, alors que des champions, surtout qui ont gagné, qui ont battu effectivement leurs adversaires de SmackDown la veille, ils auraient dû être imprenables à mon sens. À voir ce que ça va donner par la suite. Si on va avoir effectivement un match booké entre les deux équipes pour TLC, mais je suis, euh, je suis un peu circonspect, on va dire. Ah, c'est probablement ça, ouais, l'idée derrière, hein, c'est que bah, une victoire, ça va les rendre légitimes pour devenir des challengers. Après, bon, voilà, il y a un certain potentiel qui a l'air d'être mis sur cette équipe Gable et Roode, qui, comme tu dis, est pas vilaine. Hein, ça promet des affrontements intéressants. Gable, il est quand même très talentueux, donc c'est toujours plaisant de le voir. Bon, ça donne toujours un peu l'impression qu'une équipe construite un peu comme ça grille la priorité à Revival et à toutes les tag teams un peu plus Oui, c'est ça le problème aussi. ouais. Mais bon, puisqu'a priori, bon, Jason Jordan n'a pas l'air prêt de revenir dans l'immédiat, il faut faire quelque chose de ces gens-là aussi. C'est une difficile équation. En tout cas, oui, je suis comme toi hein, pour les motifs de cette feud, enfin l'origine du mal, on va dire, de la rivalité là du match. On va espérer que ça soit oublié assez vite, mais ils ont l'air d'aimer en rajouter à la WWE, alors peut-être qu'on Ouais. va. Moi, je préfère l'humour de quand c'est Titus O'Neil qui se casse la gueule en allant sur le ring. Ça, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus spontané. Surtout que voilà, en fait, exactement, c'était frais, c'était pas prévu, c'était bien parce qu'ils ont joué dessus, mais dans le bon sens, en faisant la petite, euh, comment dire, la fois d'après où on l'a vu arriver sur un ring, t'avais Dana Brooke et Apollo Crews qui ont nettoyé le ring pour être sûr qu'ils se vautrent pas et tout. C'était sympathique ça, j'aimais bien. Là, c'est juste ridicule. Faut pas. Écoute, on va oublier tout ça au plus vite. Et il y a plus grave quand même. Il y a plus grave. Il y a cette feud entre
Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc Rollins, il est allé un peu partout. Il a cherché Dean Ambrose. Il est allé même dans cette fameuse zone où le Shield allait tout le temps, là derrière les sorties de sécurité, dans les coulisses, là où il fait noir, là où il fait obscur. Il a pas trouvé Dean Ambrose. Hein, il a juste vu Burn It Down marqué sur une porte. Ouais. Il a été mal orienté par Titus O'Neil, justement. Bref, au bout d'un moment, là, il est en coulisses, Seth Rollins, et il a son petit sac aux dimensions Ryanair nickel pour mettre en cabine. Et il s'en va. Il dit à l'équipe, je sais plus qui l'interview, mais il dit qu'il préfère se barrer, qu'il a autre chose à faire que de courir derrière Dean Ambrose. Donc il quitte l'arène. Suite à ça, nous avons le dernier match de la soirée, qui est donc en quelque sorte le main event. C'est bizarre de dire ça, mais c'est Natalya qui affronte Ruby Riott pour se venger des histoires de lunettes, et puis parce que les deux ont été éliminés de la team Raw féminine. Enfin bref, toujours une Ouais. feud un peu bizarre. Et là, j'avoue aussi que j'ai pour ce match-là un peu accéléré jusqu'à voir que Natalya finalement vengeait son honneur et réussissait à gagner. Malgré, je crois, il y a eu des interventions. Hein, il y a eu Sarah Logan, il me semble. Il y a eu des interventions, comme prévu quand t'es à 3 contre Ouais. 1. Il y a eu pas mal de choses tout au long de l'affrontement. Mais ça n'a pas marché. Victoire de Natalya. Donc, est-ce que l'honneur est sauf? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on passe à autre chose sur cette feud? Qu'est-ce que t'en J'espère penses? j'espère qu'ils vont passer à autre chose parce que, bon, euh, le problème, c'est que ça part sur une histoire qui, certes, effectivement, sentimentalement, c'est important, les lunettes de son père qui est décédé, mais on s'en fout un peu aussi quelque part. C'est pas fondamental. Là, elle s'est vengée. Bon, ça ramènera pas les lunettes, ça ramènera pas son père, etc. Mais on peut espérer qu'il passe à quelque chose d'autre. Surtout que le Riot Squad est seul. Enfin, Natalia était toute seule. Et en face, Ruby Riot avait ses deux copines et Ruby Riot a quand même perdu. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est notre ami Giscal qui dit souvent ça, je crois. Que au moins la bonne nouvelle, c'est qu'ils font des feuds pour la mid-card et pour les filles qui ne sont pas forcément engagées dans les histoires de ceinture, mais effectivement, Ouais. c'est assez. Oui, c'est C'est ça, voilà, c'est déjà sympa qu'ils le fassent. Après, si c'était plus intéressant, ça serait encore mieux, on va pas se mentir. évidemment. Et bah écoute, voilà, on en a fini pour la soirée catch. Hein. C'était le dernier match, donc quand même une soirée assez pauvre sur le ring. Mais on n'a pas tout à fait fini. Il reste un gros morceau. Il reste Dean Ambrose. Dean Ambrose qui finit par arriver. Il est sorti de sa cachette. Hein, maintenant, le chat est parti. Hein, donc les souris dansent. Les rats même dansent. Hein, Dean Ambrose, il a un petit peu une tête vicieuse là. Et sur le ring, il en profite pour beaucoup insulter le public. Hein, il l'avait fait déjà en backstage. Il dit qu'à Los Angeles, en gros, ça pue, ça sent le soutien à Seth Rollins. Il est pas content. Il fait un peu de cheap hit. Mais Seth Rollins n'était pas parti. Et non, à la grande surprise générale, Seth débarque à toute vitesse. Il croit qu'il a enfin Dean Ambrose dans ses mains. Il s'attaque à lui. Donc là, il y a plus aucun mot qui est échangé. Hein, c'est juste de la baston. Il commence d'abord par dominer. Il jette Dean Ambrose hors du ring. Il lui place un suicide dive. Ça se frite. Les officiels débarquent. Hein, on est quand même dans une rivalité très importante. Donc en général, quand il y a une rivalité importante, quand les gars veulent vraiment se mettre sur la gueule, c'est là que les officiels les séparent. Et du coup, toute cette confusion, ça profite à Dean Ambrose qui va réussir à prendre le dessus, bien aidé par un petit low blow et puis par Dirty Deeds sur Dirty Deeds. Donc le lunatique, comme il se fait appeler, a réussi à inverser la situation. Hein. Il nous fait la même chose que lors de son heel turn. Hein. Il parle à Seth Rollins inanimé en lui disant qu'il voulait provoquer la foule toujours en ayant ce côté assez démoniaque là, de le tenir par les cheveux et de lui glisser 2-3 mots à l'oreille. Et puis il finit par s'en aller.
Donc, alors que les officiels et les arbitres s'occupent du pauvre Seth Rollins qui finalement a peut-être pas bien fait de revenir. Et il quitte le ring, nous laissant sur cette image de fin avec un Seth Rollins qui aura pris finalement assez cher à la fin de cette soirée. Ouais. Voilà, la feud est lâchée, hein. Il n'y a plus ces histoires d'affrontement de Nakamura ou quoi que ce soit. Là, on se croise, on se trouve, on se cherche et on se met sur la tronche. Et on est parti pour une histoire qui finit par faire le main event. Qu'est-ce que tu en as pensé je crois que ça doit être, c'était la même période de l'année, hein, ça doit être il y a 3 ans. On avait déjà la feud Rollins-Ambrose avec les alignements inversés. Donc là, on a clairement un Dean méchant. Ouais. Ça marche, ça match. Il te plaît ce Dean Ambrose heel, il te plaît ce Seth Rollins héroïque. Qu'est-ce qu'on en dit là pour le moment? Est-ce que tu as envie de voir le match? J'ai envie de voir le match parce que incontestablement, ça va être deux catcheurs plus que doués dans le ring qui ont une bonne alchimie ensemble. Donc ça, le match, il y a moyen que ça soit pas bon, mais c'est très compliqué que ça soit pas un bon match. Sauf si c'est décidé que ce soit mauvais. Mais ça, on n'y est pas encore. Le côté heal de Dean Ambrose, moi, ne me dérange pas. De toute façon, quelque part, ça pendait au nez des autres que ils allaient se faire trahir à un moment ou un autre. Voilà. L'angle abordé sur on a que ce qu'on mérite, etc. Bon, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure. C'est peut-être un peu too much sur certains points, notamment sur Roman Reigns, qui il fait ce qu'il peut, le pauvre. Donc non, la fin du show correspond globalement à ce qu'on pouvait s'attendre quand on a vu Rollins partir de l'arène en disant de toute façon il est pas, enfin de toute façon je vais pas perdre mon temps à le chercher, je le retrouverai à TLC. C'était couru d'avance qu'il allait revenir pour tabasser pour essayer de tabasser Dean quand Dean se pointerait. Bon, il a raté, enfin il a essayé, il a raté, mais c'était plutôt intéressant quand même. Ouais, toi tu valides. Moi j'ai un peu de mal sur deux trois trucs. Déjà, c'est vrai que le personnage de Dean Ambrose joue un peu ce lunatique qui a un but quand même. T'as raison de le préciser. Hein, ils ont à peu près trouvé un angle d'écriture. Après, c'est un peu toujours ça avec Dean Ambrose, c'est que c'est un catcheur, mais en même temps c'est plus un bagarreur. Donc on sait pas trop au final qu'est-ce que c'est son but. Est-ce que c'est juste de taper Seth Rollins, hein, de lui faire bobo? Est-ce qu'il veut le détruire? Est-ce qu'il veut lui prendre sa ceinture? Puisque c'est ça aussi, hein, ça arrive souvent à la WWE, mais on a un match pour le titre intercontinental qui s'annonce et Ouais. pour le moment, aucun des deux n'en a rien à foutre de cette ceinture, surtout pas Dean Ambrose qui a l'air de totalement s'en désintéresser. Donc ouais, c'est parti pour être une fête marquante, je pense, pour leur carrière, surtout pour Dean Ambrose. Euh, mais voilà, est-ce que c'est pas, je sais pas, peut-être un peu de facilité d'écriture. On a l'impression que ça se fait tout seul, mais du coup, c'est un peu quand même, c'est un peu simple, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. Ça s'écrit tout seul parce que ça coule de source. Le problème, c'est que du coup, on n'a pas vraiment de surprise. On s'attend à quasiment tous les passages. Quand, quand il est en coulisses, Seth Rollins est en coulisses, il se fait interviewer. On est quasiment sûr que va y avoir Dean Ambrose qui va passer derrière pour se moquer de lui ou quoi que ce soit. Quand il arrive quelque part, on peut être sûr qu'il va pas trouver Ambrose, qu'il va trouver l'endroit clos. Ça coule un peu trop de sources. Faudrait un petit peu de twist scénaristique. Ils ont essayé avec le moment où bon bah il est pas, enfin bon bah je vais pas perdre mon temps à le chercher, je m'en vais et puis je le retrouve à TLC. Bon, s'ils étaient allés jusqu'au bout du truc avec Rollins qui part vraiment, qui ne revient pas, ça aurait été surprenant. Là, comme on pouvait s'y attendre, il revient. Bon, bah, pas vraiment de surprise de ce côté-là. Il essaye enfin, de passer ses nerfs sur Dean. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs,
la suite au prochain numéro, comme dirait Christophe Ajus. Mais c'est un peu trop facile pour l'instant pour moi. Ça m'intéresse quand même, mais c'est un peu facile. Ouais, en tout cas, depuis ces dernières semaines, on part beaucoup plus sur une domination d'Ambrose. Hein. Là, les derniers segments sont tous clairement dans le même sens. On va voir, Chelsea est encore loin, donc ils ont moyen de rectifier le truc, mais c'est vrai que Ouais. pour le moment, le pauvre Seth Rollins, l'architecte, hein, le fameux spécialiste de la technique et de l'intellect, là, il se fait largement avoir. Ouais. Eh bien, écoute, c'est ça qui fermait ce Monday Night Raw du 19 novembre à Los Angeles. Donc, un show qui reprend un peu les résultats des Survivor Series, mais qui surtout essaye plutôt de s'en dégager pour relancer des feux vraiment intra Monday Night Raw. Il est temps pour nous de donner notre avis. Donc, c'est l'heure du mot de la fin. Tu connais le principe. Donc, je vais t'écouter nous donner ton top, ton flop et ta note. Mon top, écoute, je vais le donner à Ronda Rousey. Ça peut paraître surprenant quand on sait que je ne l'apprécie pas du tout, mais je trouve que là, elle a bien géré comme il fallait. Le Mhm. texte était bien pour elle, bien pensé. Elle a géré bien comme il faut. Donc ce soir, elle mérite mon top. Le flop, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai été assez explicite tout au long du podcast de ce que je pensais de ce segment sur le pauvre Drake Maverick. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Faut pas. C'est pas le genre de segment qui donne envie, quoi. Tu le Non, pas disais, du tu le disais sur le Discord des Quais du Catch. C'est facile d'être un anti-WWE quand tu vois ce genre de segment. Et bah oui, totalement. Ça donne pas du tout envie. C'est pas sérieux. Ouais, ouais c'est d'autant plus étrange que c'est plus la norme quoi. Il y a une époque où on avait beaucoup plus souvent que ça ce genre d'humour. Là, c'est une fois par an. Je sais pas, ils nous sortent Ouais, c'est un ça. truc un Vince, peu. Vince devait trouver l'idée drôle. Bah, ils ont suivi l'idée de Vince. C'est peut-être pas la bonne idée à suivre. Bon, tant pis. Et pour la note, je trouvais que c'était pas un mauvais row. Euh, il m'a pas complètement plu non plus, donc il va pas avoir une note. Il va avoir, je vais donner la moyenne, 2,5. Ça me paraît être une note correcte pour ce row. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu des trucs à jeter absolument. Le Drake Maverick moment, bon, on va pas insister plus que ça, mais voilà. Donc 2,5, ouais. Ah, écoute, là, je vais être beaucoup plus sévère que toi. Hein, je l'avoue et je l'avoue à nos auditeurs. Hein, j'étais pas du tout motivé par faire cette review parce que j'ai trouvé vraiment ce rôle très vide de match hein, sur le ring. En gros, on a eu le 3 contre 3 au début qui était pas trop mal et ça s'est un peu arrêté là. Beaucoup de segments qui m'ont paru pas très intéressants, hein, que ce soit chez les filles, chez les tag teams, tu l'as déjà dit. Le fil rouge aurait pu vraiment monter en intensité, mais là encore, je suis encore un peu sur ma faim pour le moment sur cette feud avec Dean Ambrose. C'est pas assez original en fait. C'est pas assez, ça fait pas assez feud ouais de historique en fait qu'on attend depuis des années. Donc moi j'ai mis un et demi. Écoute, mauvaise note. Et j'ai eu vraiment du mal à isoler un top. Je vais la jouer un peu favoritisme parce que j'ai mon chouchou quand même depuis quelques semaines. Donc c'est très subjectif, mais je vais mettre mon top à Drew McIntyre qui était juste là pour catcher et qui, comme d'hab, je le trouve toujours aussi bon, qui dégage toujours autant de prestance. Là, il lui suffit de faire deux trois prises et un Claymore kick dans le Monday Night Raw et ça me plaît bien. Mais plus globalement, j'aurais pu le mettre à tout le monde parce que j'ai assez bien aimé aussi Finn Balor qui est pas resté très longtemps mais qui a l'air d'être de mieux en mieux sur le ring ces temps-ci, d'être un peu plus bouqué, impressionnant. Donc on va dire le top pour ce début de match, quoi, ce 3 contre 3 où il y avait vraiment bah, le star power de Monday Night Raw. Et j'ai envie de donner le flop à tout le reste en fait. Mais non, bah écoute, puisque tu as pris le segment tag team, hein, je te le laisse en flop. Moi, je vais dire les flops pour les segments féminins. Ronda Rousey à part, mais tout le contenu des matchs féminins en fait, que ce soit
Nia Jax, même Mickey James contre Ronda, même Natalia Ruby Riott. Voilà, c'est là où on retrouve du catch sans intérêt, pas très spectaculaire, vraiment du catch de weekly facile. Ouais, non, je ne suis pas convaincu par ce Monday Night Raw. Pour le moment, la road pour le TLC me fait un peu peur. On verra ce que ça donne. C'est encore loin. Hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de vrai pay-per-view où ça met un mois à se construire parce que là, il y a eu tous ces shows C'est en Australie. Si je me souviens bien, c'est le 16 décembre, TLC. 16 décembre, d'accord. Il doit encore rester au moins 3 Raw, je pense. Et puis autant de SmackDown. Bah écoute, on verra. Hein. Espérons que ça sera un petit peu mieux pour la suite. Ah bah, j'ai envie de dire, enfin, de ton point de vue, ils peuvent difficilement faire pire. Oui, de mon point de vue, oui, c'est sûr. On va espérer qu'ils essayent pas. Mais bah écoutez, dites-nous dans les commentaires, hein, vous qui nous écoutez, dites-nous si vous êtes plutôt comme Bad Karma, plutôt un Raw correct sans plus, ou plutôt comme moi, un Raw déprimant. Dites-nous ce que ça vous inspire, tout ça. Donc n'hésitez pas, on va faire la petite instant promo habituelle. Hein, n'hésitez pas donc à nous écouter, à nous partager, à nous aimer, à nous faire signe, à nous mettre des étoiles, des pouces ou tout ce qu'on peut mettre. Que ce soit donc sur YouTube, sur PodCloud, sur iTunes, donc on est Catch-Up CDC. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter et sur Facebook, toujours les mêmes adresses, Catch-Up CDC. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à écouter la review des Survivor Series si vous ne l'avez pas entendu. N'hésitez pas à nous suivre puisqu'on va sûrement parler de SmackDown dans la foulée. Alors, ça sera pas nous autres, mais ça sera un de nos collègues, Ouais. probablement Giscal, puisqu'on lui laisse toujours les shows les plus sympas à lui. Je sais pas ce qu'il a. C'est le chouchou du patron. Hein, Et ça, c'est le favoritisme. c'est le Shane O'Mac de l'équipe. Ouais. Ah, et puis, franchement, cette semaine, j'ai pas été super motivé pour regarder du catch non plus. À part War Games, que là, j'ai pas encore regardé, mais j'attends avec impatience. Ah ben voilà. Regarde donc War Games. Réconcilie-toi un petit peu avec la WWE. Ouais. D'ailleurs, On, War Games, faudrait qu'on essaie de voir pour faire une review ou pas. on va essayer, on va essayer. L'élément est un petit peu en train de s'éloigner, mais bon, après, c'est vrai que les takeovers, comme il n'y en a pas souvent, peut-être. Écoutez, on vous promet, on va essayer, on vous promet pas trop encore. C'est vrai qu'avec les weekly qui s'enchaînent, ça fait beaucoup de choses, mais on va essayer de faire quelque chose pour Wargames qui mérite bien ça. Giscal en profite pour nous insulter à distance, hein, comme quoi il nous écoute en plus, donc il a des oreilles partout. N'hésitez pas à laisser un petit coucou à Giscal dans les commentaires, ça prouve que vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis bah écoute Bad Karma, merci à toi de ton analyse. Je me serais senti un peu seul face à ce Raw qui m'a attristé. Moi aussi, je me serais senti seul. Et bah écoute, merci à tous de votre attention et puis comme on dit, bonne semaine pleine de catch. Ciao. Ciao, ciao. On vous voit Giscal, on vous voit monsieur, on sait ce que vous faites, on sait que vous êtes là. Oh, ça va, ça va.